Donc ce soir, on a le plaisir, et j'ai le plaisir surtout, de recevoir mon ami Philippe Champion. Ça me rappelle une époque où on était tous les deux professeurs dans une ville qui fut jadis royale. Et il va vous parler des philosophes russes de Soloviev à Solzhenitsyn. Non, ce n'est pas du tout le même objet que la conférence précédente d'Ivan Blot sur Soloviev, Berdaïev et Iline, qui était en quelque sorte une réplique au livre d'Elchaninov, ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Soloviev, on peut le classer, je pense que vous serez d'accord avec moi, dans les slavophiles. Tous les philosophes que vous aborderez, on peut les classer en deux catégories, slavophiles ou occidentalistes. Mais ce qui est à noter, que tous ces philosophes sont marqués par le christianisme. Alors ceux qui s'intéressent à cette question, je les renvoie entre autres soit au livre de Monseigneur Glorieux sur les slavophiles, chez Aubier, c'est un vieux livre, en 2 tomes, sur Komniakov, et la philosophie russe, publiée il y a 2 ou 3 ans au CERF. De quel auteur? C'est un livre collectif. Soloviev, c'est un géant de la pensée, avec peut-être quelques faiblesses un peu gnostiques, qui retrouvent certains relents chez Bulgakov, entre autres. Mais ce qui est intéressant pour notre combat de Français et de chrétiens, c'est sa vision politique. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Oui, s'il vous plaît. Sa vision politique et religieuse, essayant de surmonter les divisions héritées de l'histoire. Et c'est sa fameuse correspondance et son amitié avec Monseigneur Strossmayer. Berdaïev, c'est un personnaliste chrétien. Iline, ce qui est intéressant, il a connu la période révolutionnaire et il fait un diagnostic terrible sur les succès d'année de l'idéologie de 89, donc l'idéologie que la France a importée un peu partout. Et je vais m'arrêter là, mais qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi cette conférence? Parce que ces auteurs sont à fréquenter, à lire, et voir qu'aujourd'hui, la Russie est en train de se relever grâce à cet héritage. À vous, cher ami. Ouais. Oui. Pardon? Ah non, moi je fais debout. Pour moi, je me lève et je me rassois. Bon. Oui. Ce que dit le frère Thierry, c'est très bien. Avec la nuance suivante, c'est que comme je ne suis pas un penseur en chambre et que je n'aime pas les idées abstraites, ma première pensée, ça a été justement de voir comment la pensée russe trouvait une application dans la politique contemporaine. C'est la raison pour laquelle je voulais bloquer mon propos sur les 3 penseurs dont Ivan Blot a parlé la fois précédente, c'est-à-dire Soloviev, Berdiaïev et Iline. Alors, je suis obligé de prendre les choses en amont pour voir comment la pensée russe a introduit en quelque sorte ces penseurs-là, et puis, pour arriver à une concrétisation de type politique, comment dirais-je, les conséquences. Pardonnez-moi, mais ça me fait penser à ça, oui. Merci. Bien, alors donc, je vais remonter en amont et voir comment on en arrive précisément à la pensée de Soloviev, à la pensée de Berdiaïev et à la pensée d'Iline, avec un prolongement, puisque c'était prévu dès le départ, sur Solzhenitsyn, et puis 3 mots pour terminer, sur quelqu'un dont certains disent qu'il est le principal inspirateur de Poutine et d'autres le nient absolument, c'est Alexandre Douguine. Je connais peu de choses sur Alexandre Douguine, mais ce que j'en ai entendu me paraît très intéressant. Et
dans une filiation privilégiée avec un certain type de pensée slavophile. Parce qu'il ne faut pas limiter les slavophiles à ce dont on a l'habitude actuellement. Alors, je vais essayer d'être quand même relativement bref. Alors, j'ai dit, le titre que j'avais proposé, c'était « Des penseurs pour notre temps ». Alors, notre temps, c'est facile. Sur le plan chronologique, c'est vraiment facile. Soloviev meurt en 1900. Il n'a aucune idée, sauf prémonitoire, de ce que sera la révolution de 17. Et Solzhenitsyn, lui, meurt en 2008. Il n'y a pas de doute, on recouvre le XXe siècle. Et ce XXe siècle, il est tout à fait significatif pour la Russie, et il est, d'une autre façon, mais on verra bien, tout aussi significatif pour l'Europe occidentale, et pour en particulier la France. Donc, c'est notre temps à nous, nous sommes tous nés au XXe siècle, apparemment je suis le plus ancien dans le siècle, quelques-uns, si, à vue de nez, excusez-moi, à vue de nez, peu importe d'ailleurs, peu importe. Mais nous avons un pied dans le 21e, et le 21e, c'est Douguine qui est né, lui, en 1962, c'est-à-dire que sa carrière d'inspirateur philosophique ou politique, c'est pour maintenant, c'est-à-dire c'est en plein pour le 21e. Donc, voilà notre temps chronologique. Notre temps chronologique, il est bien limité. Mort de Soloviev, 1900. Mort de Solzhenitsyn, 2008, avec quelques compléments que j'essaierai de montrer pour terminer. Mais ce temps chronologique, il présente donc, je viens de le dire, un grand intérêt intellectuel, philosophique, politique. En Russie, c'est l'épanouissement d'une pensée que nous appelons d'une façon un petit peu schématique, il faut beaucoup nuancer, que nous appelons les slavophiles. D'où viennent-ils? Où vont-ils? Ça, c'est un sujet qui me préoccupe, je dois dire, depuis un certain temps. Et je dois dire que plus je regarde ça, plus ma pensée devient moins systématique. Alors, voyons de quoi il s'agit. L'histoire de la Russie. Et l'histoire, je vais, pour simplifier les choses, je vais me citer moi-même, si vous me permettez. Je vais me citer moi-même. J'ai dit dans une phrase de mon avant-propos d'un bouquin sur Pierre Legrand, qui va être bientôt publié, j'ai dit ceci. Alors, je me cite moi-même, si vous me permettez, c'est à la fois plus facile et en même temps plus satisfaisant. J'ai dit que la Russie, elle nous montre une actualité où, à travers les bouleversements de notre quart de siècle, le destin historique de la Russie ne semble être qu'un éternel balancement entre deux mondes, comme si, traversés de force et de faiblesse, aussi démesurées les unes que les autres, la recherche de la voie propre de ce pays, contenté de frayer tant de penseurs hors du commun, ne pouvait se faire que d'expériences interrompues ou de tentations non abouties. Pour moi, ça, c'est un phénomène parfaitement clair. Depuis Pierre le Grand jusqu'à nos jours, la Russie a été balancée entre deux tendances absolument contradictoires où elle a essayé de trouver une voie spécifique. Il semble, je vous le dis tout de suite, c'est par là que je terminerai tout à l'heure, qu'actuellement, cette voie soit trouvée, tout au moins que les voies soient frayées, tout au moins. Les voies. En russe, la route, la voie, vous le savez, ça se dit Putch. Poutine, c'est l'homme de la voie, l'homme de la route, l'homme qui ouvre le chemin. Poutine, Putch. Ça a été le nom, ça a été le titre d'une revue fondée par Berdia. Deux revues d'ailleurs, une en Russie et une en France, quand il était en exil avec Lamar.
Ça s'appelait Putsch, la voie. Novi Putsch, la voie nouvelle en Russie, et Putsch, la voie lorsqu'il était en exil à Clamart. Bien, donc, je reviens à ce que je voulais dire. La Russie, c'est ce balancement. Mais ce balancement, c'est ce balancement entre l'Occident et l'Orient. Mais entre-temps, pendant ce siècle dont nous parlons, et l'Orient et l'Occident ont complètement changé de figure. L'Orient un peu, l'Occident totalement. Lorsque Pierre le Grand vient en France en 1717, il proclame partout son admiration immodérée pour Louis XIV. Ça veut dire que l'Occident, que Pierre le Grand essaye d'importer en Russie pour faire entrer la Russie dans la voie de la modernité, c'est la voie qu'il trouve réalisée dans la France de Louis XIV. Bien. Est-ce que l'Occident que les Russes ont tenté, j'ai une citation extraordinaire que je vous cherche, est-ce que l'Occident que les Russes ont essayé, voilà, que les Russes ont essayé, ils n'essayent plus d'ailleurs, mais ont essayé jusqu'à il y a seulement 20 ans, l'Occident que les Russes ont essayé d'importer en Russie, était-ce le même que celui de Louis XIV? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça veut dire qu'entre-temps, l'Occident a subi une mutation. Je ne veux pas dire que les Russes ne s'en soient pas aperçus, ne pas dire qu'ils ne s'en soient pas aperçus. Ce que je veux dire, c'est que pour eux, l'Occident était de toute façon imitable, quelles que soient par ailleurs les modifications qu'il subissait. Je vous cite tout de suite cette chose extraordinaire, phénoménale. Ça vient du Courrier international, ça date de avril 2000. Avril 2000. Inimaginable de lire des choses pareilles. La Russie doit, c'est le titre, je ne dis pas l'article, la Russie doit continuer à penser à travers les Français. Qui sont les Français en question? Derrida, Debord, vous voyez le genre. Quel rapport y a-t-il entre cet Occident-là et l'Occident que Pierre le Grand était venu chercher en 1717, c'est-à-dire Louis XIV à 2 reprises a éludé la proposition de Pierre le Grand d'être reçu en France, à 2 reprises. Bon, mais il vient en 1717. Louis XIV est mort, peu de temps avant, il est reçu par le gouvernement de la Régence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Occident qu'il veut, c'est l'Occident qu'il connaît à travers l'œuvre de Louis XIV, et tel que toute l'Europe, à l'époque, l'a imité. Alors, le balancement, c'est celui-là. Pierre le Grand veut faire passer toutes les valeurs occidentales à la Russie, parce qu'il imagine que si ces valeurs occidentales ne passent pas à la Russie sera toujours un pays arriéré, incapable d'exprimer sa personnalité, etc. Bon. Et ça dure jusqu'à Catherine II. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a eu la philosophie des Lumières. Ça veut dire que Catherine II elle-même, lorsqu'elle poursuit l'ouverture vers l'Occident, tel que son 7e prédécesseur l'a lancé, elle a été déjà, avec nuance quand même, faut pas exagérer. Enfin, quand même, il n'y a pas de doute. Elle a reçu Diderot, bon, il n'y a pas de problème. Bon, je dis avec nuance, mais je dis quand même ce que je dis. Comment dirais-je, l'imitation de l'Occident, telle que Catherine II la promeut à partir de 1762, puisqu'elle devient impératrice plein pot, si je peux dire, à partir de 1762, c'est déjà plus tout à fait le même Occident que l'Occident de Pierre le Grand. Et puis après, cet occidentalisme qui prend naissance avec Louis XIV, qui se poursuit avec la philosophie des Lumières, bon, entre-temps, il se passe en Russie quelque chose que je vais dire tout à l'heure. Mais la pensée occidentaliste, elle se poursuit, et la pensée occidentaliste, qu'on le veuille ou non,
qu'on le veuille ou non, elle est présente dans les réformes libérales que commence Nicolas II en 1905. Et quel rapport y a-t-il entre cette pensée libérale que Nicolas II essaye tant bien que mal, et d'ailleurs en résistant un peu, enfin il se laisse entraîner, j'ai pas le temps de raconter ça, mais cette pensée libérale qui fait qu'il convoque une Duma et puis il n'y arrive pas à s'entendre, il la révoque, etc. Bon, c'est une pensée occidentaliste. Très bien. Quel rapport? Aucun, bien sûr. Et cette incompréhension, elle se poursuit. Car qu'on le veuille ou non, le marxisme est une pensée occidentale. Il est purement allemand. Alors, quelques observateurs, j'en ai lu, et je ne comprends pas qu'il y ait une erreur pareille. Quelques observateurs des années 1920, mettons, 22, quelque chose comme ça, interprétaient la prise du pouvoir par Lénine comme une espèce de retour du nationalisme russe. C'est faux. C'est complètement faux. C'est peut-être un peu vrai pour Staline, je n'ai pas le temps de parler de ça non plus, mais c'est un sujet très intéressant. En tout cas, c'est complètement faux pour Lénine. Ça veut dire que Lénine, même s'il ne le sait pas, même s'il ne le veut pas, même s'il ne le croit pas, peu importe, ça n'a pas d'importance, la philosophie qu'il essaye d'instiller dans la vie politique et sociale russe est une pensée d'origine occidentale. Liquidée. 1991, 92, liquidée. Et qu'est-ce qui succède? Ce qui succède, c'est l'inverse du marxisme, mais toujours dans la même perspective, celle que Yvan Blot explique très bien dans son bouquin, qu'il résume par un terme qu'il emprunte à Heidegger, c'est le Gestell, c'est-à-dire l'homme utilitaire, et que ce soit l'homme utilitaire selon la philosophie marxiste, ou que ce soit l'homme utilitaire selon la philosophie capitaliste, si je peux appeler ça de philosophie d'ailleurs, quelle est la différence? Du point de vue dont je parle là, il n'y a pas de différence. Nous sommes à l'intérieur de ce mouvement de la pensée occidentale dans lequel la Russie, jusqu'à il y a quelques années seulement, imaginait que résidait son salut, sa puissance, son avenir, etc. Pierre le Grand le croyait fermement, Catherine le croyait fermement, Yeltsin le croyait fermement. Il s'en est excusé. J'ai une petite faiblesse pour Yeltsin, je dois dire, parce que c'était vraiment pas facile de sortir de là où était la Russie. Il n'y a pas de doute, il a commis certainement des erreurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même être indulgent pour ce gars, même s'il était manipulé, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il a cru, comme à son époque Pierre le Grand, il a cru que le salut de la Russie venait de l'imprégnation par son pays des valeurs promues antérieurement par l'Occident. Voilà cette première phase du balancement. La deuxième phase du balancement, ça c'est ce que, si je peux le dire pour résumer, c'est, si vous voulez, la tentation occidentaliste. Est-ce que je suis arrivé au bout? Eh bien non. Je n'ai pas arrivé au bout, parce que si je disais seulement ça, on ne comprendrait pas la profondeur de la réaction qui se produit en Russie contre l'Occident. En réalité, il rejette tout ce que je viens de dire, mais le rejet vient de beaucoup plus loin. Et si on lit Soloviev, pas tellement Soloviev, mais Berdiaïev surtout, on s'aperçoit que ce rejet, il est le rejet de tout ce qui nous fait, nous, occidentaux. Tout à l'heure, je parlais de Louis XIV, exprès pour montrer que l'Occident est sorti de ses voies. Mais en réalité, il y a bien autre chose. Alors, quelle est cette autre chose? Eh bien, cette autre chose, c'est que il y a une incompatibilité totale entre le mode de pensée des Russes et le mode de pensée
de l'Europe occidentale. J'ai des tas de textes que je pourrais... là, je ne m'occupe même pas de ce que j'ai écrit, je suis navré, je suis parti comme ça sans savoir. Une incompatibilité, eh bien cette incompatibilité, elle est formulée d'une façon explicite par certains penseurs russes, à savoir notre philosophie que Berdiaïev appelle, ça c'est extraordinaire, une philosophie ontologiste. Nous sommes à la fois des rationalistes, pour eux, nous sommes à la fois des rationalistes et des ontologistes. Les rationalistes, ça veut dire que pour nous, la philosophie est avant tout, et c'est vrai, une philosophie discursive. Nous faisons entrer le raisonnement dans un processus d'expression rationnelle, logique, parce que nous voulons convaincre la raison. C'est tout notre héritage grec. C'est tout notre héritage grec. C'est la filiation d'Aristote. C'est la filiation des scolastiques, et en particulier de saint Thomas d'Aquin. Et cela est totalement incompatible avec le mode de pensée russe. J'en dirai un petit mot tout à l'heure, si ça vous intéresse. C'est totalement incompatible. Le russe ne s'exprime pas, la pensée russe, je ne veux pas dire le russe, la pensée russe ne s'exprime pas par le discours, elle s'exprime d'une façon beaucoup plus mystique. Comment voulez-vous, je vais vous donner des exemples tout à l'heure, comment voulez-vous que des gens qui sont imprégnés de la spiritualité orthodoxe, avec son aspect franchement mystique, comment voulez-vous que ces gens-là puissent, d'une façon quelconque, être sensibles à la force de conviction d'un raisonnement rationnel de type thomiste? C'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Et tout à l'heure, nous dirons un petit mot de Berdiaïev. Berdiaïev est complètement perdu dans cette forme de pensée. Quand il est venu en France et qu'il est entré en relation avec les milieux intellectuels français, comment a-t-il pu s'intégrer à la pensée française? C'est qu'il était proche des Maritaniens, c'est-à-dire le personnalisme. Il ne pouvait pas faire autrement. Bon, je reviendrai tout à l'heure là-dessus si vous voulez. Mais ce que je voulais vous faire remarquer pour ce début, c'est l'incompatibilité qui existe entre le type de raisonnement de l'Occident et le type de raisonnement de l'Orient. Je dis l'Orient, mais il s'agit du christianisme oriental, naturellement. Du christianisme occidental, issu des Grecs, c'est-à-dire la sagesse grecque et la rigueur latine. Pas de problème. Comment voulez-vous que la pensée russe puisse adhérer, de quelque façon que ce soit, à ce type de structure mentale? Impossible. Impossible. Alors, lorsque nous parlons des slavophiles, évidemment, c'est facile d'imaginer que les slavophiles étaient tout simplement hostiles à l'influence de l'Occident sur la Russie. C'est vrai. Mais si on en reste à l'idée que l'influence de l'Occident, c'était une influence purement philosophique, avec des incidences de nature politique, vous voyez qu'on est bien loin de la question. Il y a, je le répète, une incompatibilité entre les deux. Un type comme Soloviev a essayé de faire la jonction. Ça a été sa grande idée. Mais enfin, de ce point de vue-là, Soloviev est un isolé. Alors voilà. Donc, il me semble que cet élément, me paraît-il, est le plus important de tous. Le plus important de tous, si on regarde les premiers
les premiers représentants de la pensée slavophile, on voit apparaître, après ça se dilue, parce que la politique a ses lois, après ça se dilue, mais on voit apparaître cette notion de l'incompatibilité dont je vous parle. Alors, je vais faire beaucoup de déplaisir à mon voisin de gauche, mais je veux dire que cette opposition entre les occidentalistes et les slavophiles, elle existe matériellement, elle est personnifiée matériellement à Saint-Pétersbourg. C'est ce que j'appelle la dialectique des chevaux. La dialectique des chevaux. Vous avez le cheval de Pierre le Grand et le cheval d'Alexandre III. Parce qu'à partir de Nicolas Ier, la Russie réfléchit sur sa vocation, sur son destin. Elle se dit non. Nicolas Ier se dit non, certainement pas. Nous ne sommes pas faits pour cet Occident-là. Il ne pense pas à tout ce que je viens de dire. Il voit, lui, simplement une contamination idéologique. Ça va beaucoup plus loin. Cette contamination idéologique, elle existe. Évidemment, elle existe. Bon, eh bien, les chevaux. Regardez. Le cheval de Pierre le Grand. D'abord, il a été sculpté par un Français, Falconet. Le cheval de Pierre le Grand. Cheval en mouvement, regardant vers la mer, c'est-à-dire vers l'Europe. En mouvement. Il écrase le serpent. Le serpent qui, à l'époque, c'est la réaction. Et vous savez qu'il a fait exécuter son propre fils, ou il a laissé exécuter son propre fils, qui désapprouvait l'orientation occidentaliste de son père. Donc, dresser le cheval, dressé vers l'Occident, vers la mer, vers l'Europe, Pierre habillé d'une façon antique, si j'ose dire. Il n'est pas du tout russe, pas du tout, absolument pas russe. La main vers l'Occident, comme si c'était la route que devait prendre la Russie nouvelle pour pouvoir accéder à la puissance à laquelle elle a droit. Ça, c'est le cheval de Pierre le Grand. Et le cheval d'Alexandre III, sachant que le mouvement slavophile avait commencé depuis son grand-père, Nicolas Ier, le cheval d'Alexandre III, qu'on ne voit qui n'est plus sur la place où il était à l'origine, qui est dans la cour du Palais de Marbre. Le cheval d'Alexandre III. Alexandre III, d'abord, il est en tenue russe, avec la chapka, avec les bottes. Il est sur un cheval, il monte comme un gendarme. Pour ceux qui montent, vous voyez ce que ça veut dire. Il est assis sur le cheval comme un gendarme. Et le cheval, il ne regarde pas vers la mer. Il est en face de la gare de Moscou, d'ailleurs. Il n'est plus. Et il regarde vers Moscou. Parce que Moscou, c'est slave. C'est la vieille ville slave. Il y a je suis un peu perdu dans mes notes, mais j'ai une citation. Bon, je ne la retrouverai pas d'ailleurs. Une citation de Custine. Custine qui a visité la Russie pendant plusieurs mois en 1839. Et Custine dit ou bien la Russie restera occidentale, ou bien elle se tournera vers Moscou, mais il n'a pas connu Alexandre III, ou bien elle se tournera vers Moscou et elle retrouvera sa véritable vocation. Alors, donc, à partir d'un certain moment donné, les penseurs russes vont se dire, mais non, on fait une erreur. On fait une erreur. On ne prend pas la bonne voie. On ne prend pas la bonne voie en poursuivant sur la piste que Pierre le Grand nous a tracée et qui nous contraint de nous soumettre aux valeurs occidentales. Le premier souverain qui a eu cette idée, c'est Nicolas Ier. Mais en réalité, il y avait déjà un courant intellectuel qui avait commencé dès le siècle précédent. Parce que la philosophie des Lumières a vraiment posé un problème à certains penseurs russes. Le premier dont je vais vous parler,
c'est Tchadaïev. Tchadaïev, d'une façon tout à fait, comment dirais-je, éloquente, il a été né en 1894. C'est-à-dire, Catherine II est encore impératrice. 1794. Catherine II est encore impératrice. Eh bien, Tchadaïev, c'est le premier dans les œuvres duquel on peut voir pointer d'une façon explicite cette espèce de répugnance à la pensée occidentale. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, je vous cite quelques noms que j'avais mis là. Bon, on en parlera tout à l'heure plus longuement parce que il faut bien que je parle d'autre chose que de ce qu'a dit Yvan Blot. Mais selon moi, ça démarre avec Tchadaïev. Ensuite, je vous dirai les noms tout à l'heure, c'est pas la peine que je fasse la liste. Il y a 1, 2, 3, 4, j'en ai récupéré une bonne demi-douzaine. Une bonne demi-douzaine. Alors, ce Tchadaïev, donc je saute une présentation générale, ce Tchadaïev, il énonce une idée que nous allons retrouver dans le penseur le plus récent, un petit peu Solzhenitsyn, mais dans le penseur le plus récent, c'est-à-dire Alexandre Douguine. Il est le premier qui explicite que la Russie est vraiment un monde à part. Si la Russie se borne à imiter l'Occident, certes, elle pourrait être puissante et tout ce que vous voulez, certes, elle pourrait entrer dans le concert des nations européennes, possible. Mais en réalité, est-ce que, pour autant, elle continuerait à être la Russie? Justement, toute la question est là. Est-ce que la Russie dont a rêvé Pierre le Grand, la Russie qui a essayé de mettre en œuvre Catherine II, est-ce que c'était une Russie russe? Tchadaïev est le premier qui exprime l'idée que peut-être c'est pas tout à fait ça la voie de la Russie. Pas tout à fait. Il dit que Pierre le Grand, il dit textuellement que Pierre le Grand a entraîné la Russie sur une fausse route. Et qu'il faut que la Russie se reprenne elle-même pour qu'elle découvre, qu'elle redécouvre sa propre voie. Redécouvre sa propre voie, ça se trouve dans Tchadaïev. Mais c'est une idée qui a été beaucoup plus récemment reprise finalement par Solzhenitsyn. J'aurais peut-être pas le temps de parler de ça, mais ces gens-là sont à la recherche d'une Russie qui est antérieure à un ensemble de courants venus de l'Occident, mais pas seulement de l'Occident, parce que Catherine II, elle est peut-être respectueuse et admiratrice peut-être des philosophes des Lumières, c'est tout à fait possible. En réalité, sa politique a été une politique qui a contredit la tradition sociale de la Russie. Je ne dis pas qu'elle a établi le servage, je dis qu'elle a institutionnalisé le servage. Or, si vous lisez les derniers textes de Solzhenitsyn, il faut que l'on en revienne aux communautés rurales d'avant, du Moyen-Âge. Le servage que nous imaginons en France aujourd'hui être propre à la Russie, c'est faux. C'est faux. Ça a été vrai pendant un certain temps, mais ça ne correspond pas du tout à la structure patriarcale, communale, que connaissait la Russie au XIIIe, XIVe, XVe. Bon, il y a eu des tas d'allées et venues. Je ne veux pas simplifier non plus à l'excès. Bon, mais enfin, en gros, c'est bien ça. Elle a institutionnalisé quelque chose qui, selon les slavophiles, n'était pas conforme à la tradition russe. Bon, alors, donc, pour
Tchadaïev, dont je fais partir mon propos, pour Tchadaïev, il faut s'arracher, il faut que la Russie s'arrache à la voie dans laquelle elle a cru bon de se mettre à partir de Pierre le Grand, sachant que, n'oubliez jamais ce que j'ai dit tout à l'heure, Pierre le Grand il résonne à partir de Louis XIV, et non pas à partir de Diderot, comme Catherine, hein, c'est tout à fait, ni comme Nicolas II, qui résonne à partir du parlementarisme anglais. On est dans dans une toute autre perspective. Hein. Bon. Donc, pour Tchadaïev, c'est très clair, il est mort en 1856. 1856, c'est le moment de la guerre de Crimée. Soloviev vient de naître. Soloviev, si je me souviens bien, il est né en 54. Bon, donc, Tchadaïev, c'est le point de départ d'une réflexion à partir de laquelle la Russie peut commencer à essayer de retrouver des voies qu'elle estime mettre les siennes propres contre ce qui lui est venu de l'Occident. Bon, est-ce clair? Oui, j'espère. Alors, l'héritier intellectuel de Tchadaïev, c'est Khomyakov. Il est mort en 60, c'est à peu près en 1860, c'est à peu près la même génération. Lui aussi. Évidemment, ils ne peuvent pas imaginer autre chose que ce que je dis, c'est-à-dire, pour eux, le point de départ de l'erreur, ça a été la décision de Pierre le Grand. Donc tous ces gens-là voient dans Pierre le Grand, comme d'ailleurs les contemporains de Pierre le Grand, une espèce d'antéchrist. Qui a détourné complètement la Russie de ses voies. Et alors, avec Khomyakov, apparaît une idée que nous allons retrouver fréquemment à partir de maintenant. Elle est évidente, elle crève les yeux chez Dostoïevski, par exemple. Non seulement la Russie a sa voie propre, non seulement elle ne peut s'accomplir que dans sa voie propre, mais aussi, ça c'est tout à fait nouveau, c'est que c'est elle qui doit être le modèle de l'Occident. Si l'Occident veut se sauver, eh bien, il faut qu'il imite la Russie. Bon, alors, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le rejet que font ces penseurs russes du type de pensée occidentale, c'est-à-dire la philosophie discursive, rationnelle, telle que nous en avons, nous, un bon exemple dans saint Thomas d'Aquin, il faut imaginer que eux, s'ils rejettent l'influence de l'Occident, c'est aussi parce que il y a quelque chose qui les indispose dans cette volonté de rationaliser. La Russie doit servir de modèle. Ça veut dire, et la chose va s'affirmer de plus en plus à mesure que le siècle va s'écouler, c'est que, au fond, qu'est-ce qui est le plus important dans la tradition russe? Eh bien, c'est la religion orthodoxe. C'est la religion orthodoxe. Alors, vous voyez la limite. De nos jours, il y a une tendance très russophile. Moi-même, je suis fort russophile, mais très difficile de mettre en cause, très difficile, de mettre en cause une tradition philosophique, une méthode de pensée, une manière de voir le monde. C'est pratiquement, pour moi, c'est pratiquement impossible. Il y a un seul penseur français, je le dis entre parenthèses, ça me vient comme ça, il y a un seul penseur français, c'est pas une question d'orthodoxie, c'est une question de spirituel qui informe le temporel. Il y a un seul penseur français de l'époque contemporaine qui se place dans cette perspective, selon moi, c'est Simone Weil. Simone Weil, c'est la seule qui pose vraiment des problèmes, qui pose des questions d'une façon que des orthodoxes peuvent comprendre. Je ne dis pas qu'ils peuvent les aider à trouver des solutions. Je dis au moins une problématique
qui peut faire la jonction entre les deux. Et donc c'est chez ce Khomyakov qu'on trouve la première fois, à ma connaissance, hein, je ne parle que de ce que j'ai lu, il y a certainement des gens qui connaissent les choses beaucoup mieux que moi ici, la première idée d'un véritable messianisme, qui appartient en propre à la Russie. Bon, j'en ai... Peut-être je citerai encore Kireïevski parce que lui, il est certainement celui dans lequel la séparation entre la philosophie proprement dite et la religion est la plus invisible. Pour lui, tout le problème se ramène à un problème religieux. On retrouvera ça chez d'autres. Bon, oui, il y en a un dont je voudrais vous parler aussi. Ah oui, intéressant celui-là, intéressant. C'est la même génération, hein. Il est mort aussi comme Khomyakov, qui est mort en 1860, c'est Aksakov, il est mort en 1860 aussi. Alors lui, c'est très intéressant, parce que, pour lui, ça c'est très intéressant, c'est que l'une des voies par lesquelles la Russie retrouvera sa vocation naturelle, c'est simple, c'est l'abolition du servage. Et vous vous rappelez, si vous avez vu les derniers textes je crois que c'est Solzhenitsyn en a parlé, peut-être avant, il propose de rétablir les communautés rurales telles qu'elles existaient avant, les Emsvos. C'est-à-dire cette espèce de liberté communale qui structurait véritablement le monde paysan russe. Eh bien, on trouve ça chez Aksakov. Et il voudrait, c'est bien avant que Nicolas II n'envisage la convocation d'une Douma qui n'avait rien à voir, puisque Nicolas II, lui, trouvait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son modèle dans le parlementarisme anglais. Mais pour Aksakov, il faut revenir, ça s'appelait les Zemsvi-Zabor, c'était les espèces d'états généraux des communautés rurales. Vous voyez, on est très loin. On est vraiment très très loin de l'influence occidentale telle qu'elle a existé depuis les philosophes des Lumières jusqu'à nos jours. Quant à Léontiev, par lequel je termine cette première phase des choses, quant à Léontiev, pour lui c'est très clair, tout le mal vient de l'Occident des Lumières. Alors, pour nous, il y a une continuité en Occident. En fait, nous avons tort. Mais les Russes voient bien qu'entre l'admiration que Pierre le Grand portait à Louis XIV et les Lumières, puis le parlementarisme et le capitalisme, etc., même si l'Occident n'a pas changé de place sur le plan topographique, ce qu'il véhicule, c'est absolument pas les mêmes valeurs. Ça n'a absolument aucun rapport. Aucun rapport. Voilà. Alors, je ne veux pas passer directement à Soloviev sans dire un mot de Dostoïevski, parce que dans le livre d'Ivan Blot, il fait un commentaire très intéressant, classique d'ailleurs, mais très intéressant quand même, sur la parabole du grand inquisiteur des frères Karamazov. Qu'est-ce que le grand inquisiteur reproche à Jésus-Christ lorsqu'il revient sur terre? Il dit de toute façon, je vais te faire condamner à mort, je vais te faire brûler. Pourquoi? Eh bien, parce que tu viens nous rappeler qu'il fallait refuser la triple tentation au désert. Et nous, tout à l'heure je parlais de la philosophie scolastique, et maintenant j'aborde l'aspect parallèle, mais nous avons accepté le pouvoir. Nous avons accepté le pouvoir. Et tous les avantages du pouvoir. Alors ne viens pas nous bassiner avec les autres thèmes, en particulier l'amour, la charité, tout ça. Ça c'est pas important. Ce qui importe, c'est le pouvoir. Eh bien, vous avez chez une partie de ces penseurs
slavophile, vous avez l'idée, et je dis ça avec beaucoup de modération, étant donné le milieu où je me trouve, l'idée que l'Église romaine a carrément trahi le christianisme, et en particulier, sous la forme du pouvoir pontifical. En particulier. Je répète, comment voulez-vous qu'on puisse avoir la moindre entente avec un point de vue comme celui-là? Non pas que je ne l'approuve pas, mais si vous surajoutez cette hostilité fondamentale au type de pouvoir que les évêques de Rome se sont donnés à travers les siècles, avec en même temps la rationalité de la philosophie, vous voyez bien qu'on est dans deux mondes complètement séparés. Complètement, je ne dis pas séparés, je dis opposés. Donc relisez dans le livre d'Yvan Blot, le commentaire qu'il fait de la parabole du grand inquisiteur, c'est tout à fait intéressant. Bon, alors, je reviens plus terre à terre. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible d'intervenir à ce niveau? Je préfère intervenir après, parce que après je perds le fil, déjà que je ne suis pas... Pardonnez, veuillez m'excuser, mais... J'ai entendu. Bon. Alors, vous avez, chez Dostoïevski, vous avez donc 4 thèmes qui pour nous sont très lourds d'enseignement, tout au moins pour le propos que je vais tenir maintenant. Premièrement, très intéressant, et ça se retrouve dans Solzhenitsyn, c'est frappant, c'est absolument frappant. Importance de la terre russe. C'est le symbole du cheval d'Alexandre III, par opposition au cheval de Pierre le Grand, qui a les deux pattes de pied avant levées dans la direction de l'Occident. Le cheval d'Alexandre III, il a les 4 pieds dans la terre russe. C'est pas un cheval qui caracole, c'est un cheval de labour. La terre russe a une espèce de charisme. Deuxièmement, c'est logique. Supériorité ontologique du peuple russe. D'où découle la mission divine du peuple russe. C'est au peuple russe qu'il revient d'éduquer, je peux dire, et de guider le reste du monde. On ne m'enlèvera pas de l'idée d'ailleurs, je dis ça tout à fait entre parenthèses, que la réussite du marxisme en Russie est une espèce d'altération, mais quand même, de ce messianisme russe. On ne peut pas imaginer, Marx est complètement trompé. Pourquoi le marxisme est-il installé en Russie, qui n'était pas du tout un pays capitaliste pour Marx? Le communisme, c'était l'aboutissement logique du capitalisme sous sa forme la plus parfaite. Ce n'était pas le cas en Russie. Ça commençait, mais ce n'était pas le cas en Russie. Bon, on ne m'enlèvera pas l'idée, je dis ça et j'arrête tout de suite parce que ce n'est pas mon sujet, que la volonté de conquête, manifestée par les bolcheviks était une expression purement temporelle du messianisme russe. Bon, j'arrête là, c'est un sujet qui est un peu trop, comment dirais-je, qui demande trop de contradictions. Donc, pour Dostoïevski, c'est tout simple, il faut que la Russie rentre résolument dans une voie où elle s'arrache complètement à la philosophie des Lumières. C'est fini. Il ne doit rien rester de l'influence des Lumières. Voilà. Alors, les 3 livres, c'était ça que je voulais dire, mais j'ai parlé d'autre chose. C'est ça que je voulais dire avant que Yvan Blot n'intervienne. Donc, je suis entré dans un autre sujet, mais je vais revenir à ça. Les 3 livres que, selon ce qu'on dit, Poutine a offert aux hauts fonctionnaires et aux fonctionnaires d'autorité, c'est un livre de Soloviev, le livre La justification du bien, un livre de Berdiaïev, qui est la philosophie de l'inégalité, et un livre de Ilyin sur le pouvoir.
Alors, il faut faire la part des choses. Soloviev a une œuvre énorme, disparate, contradictoire, peut-être pas autant que Berdiaïev, mais quand même pas mal. Ça veut dire que si l'anecdote est vraie, s'il est vrai que c'est ces livres-là que Poutine a offerts à ses hauts fonctionnaires, ça veut dire qu'il a intelligemment choisi. Car il aurait pu prendre des tas d'autres livres de Soloviev et certainement des tas d'autres livres de Berdiaïev. Bon. La justification du bien. Le livre de Berdiaïev, c'est la philosophie de l'inégalité. J'ai lu la philosophie de l'inégalité. Je comprends très bien que ça a été un livre à distribuer à des gens qui pouvaient s'être laissés influencer par les idéologies démocratiques modernes. Mais j'ai lu aussi de Berdiaïev son livre sur la liberté de l'homme. Alors là, je ne dis pas qu'il dit le contraire, parce que ce n'est pas le même sujet, mais on a l'impression que ce n'est pas du tout le même auteur, et que les thèses qu'il exprime dans la philosophie de l'inégalité sont incompatibles avec celles qu'il exprime dans son livre sur la liberté de l'homme. Très intéressant, la liberté de l'homme, mais il a écrit ça alors qu'il était en France, et qu'il avait commencé à fréquenter, et à influencer d'ailleurs, les milieux personnalistes, à la manière de Maritain, Mounier, etc. Vous voyez de quoi je parle. Bon, donc, si vraiment l'anecdote est vraie, Poutine a choisi, dans l'œuvre énorme, diffuse et contradictoire de Berdiaïev, quelque chose de spécifique qui entre dans un projet politique, c'était ça qui m'intéressait au départ, dans un projet politique très précis. Bon, alors donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que Soloviev exprime dans ce livre, La justification du bien, je vous donne une très brève citation. Mon but est de montrer que le bien est la vérité, que le bien est la voie de la vie, voie unique, voie juste et sûre, en tout, jusqu'au bout et pour tous. C'est-à-dire que pour lui, comme pour d'autres qui viendront après, et que je vous dirai si j'ai le temps, la solution, c'est de revenir purement et simplement à une vie morale impeccable. Bon. J'ai des tas de trucs, mais... Oui, une chose intéressante dans Soloviev. Une chose intéressante. C'est que... Ah oui, bon, excusez-moi, je reviens en arrière. Peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment. Pardonnez-moi, je me promène. Parmi ces penseurs slavophiles, il y a une chose qui est commune, mais peut-être que vous l'avez compris d'après tout ce que j'ai dit. Peut-être que vous l'avez compris. Il y a une chose qui leur est commune, c'est l'importance de la religion. Importance fondamentale de la religion. C'est-à-dire qu'aucune solution temporelle ne peut exister sans qu'il y ait à la base un fondement de nature surnaturelle. Et pour Soloviev, ça a été tout à fait dramatique, car il n'appartenait pas à une famille orthodoxe pratiquante. Il est venu à l'orthodoxe, comme d'ailleurs Berdiaïev aussi, hein. Il est venu à comment dirais-je, une familiarité avec l'orthodoxie, mais il n'a pas été satisfait par l'orthodoxie. Et dans cette perspective dont je vous parlais, il a imaginé qu'il pouvait y avoir une rencontre entre les deux églises, qui avaient chacune, qui étaient toutes les deux des parts de l'église de Jésus-Christ, et qui toutes les deux avaient une part de vérité. Et pour lui, il était clair qu'il fallait arriver à une entente. Et alors, il a, comme, oui, enfin, si je voulais faire une petite parenthèse, oui, ça ne m'est pas venu à l'esprit tout à l'heure, mais je le dis maintenant, c'est que cette idée d'un rapprochement avec l'Église romaine est récurrente en Russie. Elle existe avant Pierre le Grand,
elle existe sous Pierre le Grand, et elle existe, par exemple, avec Paul Ier, elle existe avec Alexandre Ier. C'est pas tant. Pierre le Grand, celui que je connais le mieux, Pierre le Grand a envoyé un de ses collaborateurs les plus intimes, le prince Kourakin. Il l'a envoyé pendant presque 3 ans à Rome pour essayer d'étudier les moyens de faire une rencontre entre les deux églises. Bon, pour des raisons diverses, c'est un autre sujet, mais Kourakin lui dit ne poursuivez pas, ne faites pas ça, ce serait catastrophique, etc. Bon, donc Pierre le Grand a renoncé. Mais il n'empêche, son père avait déjà essayé, Alexis avait déjà essayé, lui, il a réessayé à nouveau. Après ça, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que Paul Ier, alors lui, a vraiment essayé, et que Alexandre Ier a renouvelé la tentative. Donc, ce que fait Soloviev, c'est quelque chose aussi qui est récurrent dans la Russie. Comme si l'orthodoxie russe était consciente qu'il manquait quelque chose. Alors Soloviev, il ne s'est pas converti à la romanité, mais il est mort dans l'église uniate, c'est-à-dire il est resté orthodoxe de rite et de spiritualité, tout en reconnaissant une certaine autorité à l'évêque de Rome. Ça c'est le propre de Soloviev. C'est le seul, mais c'est une tendance qui est assez commune dans la pensée russe. Alors il y en a un que j'aime bien. Il y en a un que j'aime bien parce que c'est chez lui, c'est Chestov. Chestov. Il est mort en 1938. Il est mort en 1938. C'est tardif. Alors lui, c'est peut-être le plus, comment dirais-je, le plus philosophe au sens où nous l'entendons nous. C'est-à-dire celui qui a l'expression la plus discursive de la philosophie. Berdyaev, ça va dans tous les sens. C'est extrêmement intéressant, Berdyaev, mais au bout de 3 pages, il faut s'arrêter pendant 3 jours et relire 3 pages après. Bon, Chestov, c'est peut-être celui qui est le plus proche de notre démarche intellectuelle. Peut-être, hein, je parle pour moi, peut-être que d'autres penseraient différemment. Mais c'est celui chez lequel on trouve de la façon la plus raisonnable, la plus abordable, la critique du rationalisme occidental, la critique de l'aristotélisme, la critique de la scolastique, la critique du cartésianisme. Bon, c'est-à-dire tout ce qui, je ne sais pas, mais quand j'ai étudié la philosophie chez nous, l'aspect absolument fondamental, c'était le principe de non-contradiction, le principe d'identité. Eh bien, Chestov dit que c'est absurde. Inimaginable. Pour nous, ça paraît impensable. Pour nous, la relation de causalité va de soi. Pas pour Chestov, pas de soi du tout. Le principe d'objectivité, pour nous, c'est fondamental. Pour lui, non. Tout ça, ce sont des illusions. Ce sont des pièges que la raison tend au plus profond de l'homme, c'est-à-dire à ses aspirations surnaturelles. Ce sont des pièges. Et il va jusqu'à dire que si on en demeure à ces aspects des choses, on fait une sclérose de la pensée. Laquelle pensée ne se libère que par la dimension surnaturelle. Intéressant, hein? Intéressant. Et il dit, il a cette chose, il dit, avec les Grecs, Aristote, avec les scolastiques, avec Descartes et tout ça, l'homme a cru s'emparer de la connaissance rationnelle. En réalité, c'est un faux arbre de la vie, et en se vouant à la raison, l'homme a refait le péché d'Adam. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Bon, enfin, je passe. On peut dire la même chose de Merejkovski. J'ai regardé cet auteur qui est assez intéressant. Oui, il y a une chose que j'ai pas dite, pardonnez-moi, mais je saute du coq à l'âne, c'est que tous ces penseurs ont été à leur époque des dissidents. Quand nous parlons de dissidents, nous parlons forcément, nous imaginons toujours les grands dissidents de l'époque soviétique, des grands types comme par exemple Boukovski, Zinoviev, etc.
En réalité, les penseurs russes ont, à leur époque, toujours été des dissidents. Tous ceux dont je viens de parler étaient hostiles au tsarisme. Presque tous ceux dont je viens de parler ont été favorables à la révolution sous sa forme de 1905, révolution libérale. La plus grande partie ont, au départ, soutenu la révolution de 1917. Ils ont déchanté rapidement, je le précise, naturellement. Mais c'est dire qu'ils ont été des dissidents. Rappelez-vous, Dostoïevski qui a fait du bagne, Soloviev qui a été en prison, et ainsi de suite. Tous ces gens-là ont été, à leur époque, Soloviev, en 1881, jeune professeur de philosophie, en 1881, 82, je ne me souviens plus, il a demandé à Alexandre III la grâce des assassins d'Alexandre II. Vous vous rendez compte l'effet que ça pouvait produire à l'époque? Ce sont des dissidents. C'est une pensée dissidente. Chez nous, en Europe, il n'y a pas de dissidents. Le plus dissident des dissidents, et c'est celui qui est le plus exemplaire parce qu'il a été dissident de façon contradictoire 2 fois de suite, c'est Solzhenitsyn, qui a été le grand dissident contre le marxisme-léninisme et qui a été presque encore plus dissident, mais je veux plutôt dire aussi dissident, autant dissident devant l'Occident. Il a autant critiqué le monde bolchevique qu'il a critiqué ensuite les supposées valeurs occidentales. Et se réfugiant après dans le retour à une Russie plus ancienne. Oui, alors je disais ça à propos de Merezhkovski, qui est mort en 1941, mais il a écrit, je ne sais plus si c'est une pièce de théâtre ou je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, ma mémoire me trahit, mais il a exprimé son soutien à la pensée des décembristes de 1825. Alors vous voyez, pour quelqu'un qui était né à l'époque, juste après la guerre de Crimée, ce que ça pouvait donner, à l'époque d'Alexandre II, que ça pouvait donner de soutenir la pensée des décembristes de 1825. Donc je ne sais pas à quelle heure il est ou quoi. Oui, alors Berdiaïev, donc le livre que Poutine aurait distribué à ses collaborateurs, c'était le livre sur l'inégalité. Alors je relève une phrase de ce bouquin. Alors oui, intéressant, c'est un bouquin qui date de 1913. Le livre sur la liberté, il date de la fin de sa vie, c'est dans les années 38, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très bien. Écoutez ceci. La passion égalitaire provoque toujours un abaissement du niveau de la personne humaine. La démocratie, idéologie des quantités, ne peut manquer de conduire au règne des pires et non des meilleurs. La qualité, elle, est fonction d'un ordre de l'inégalité. Voilà. Alors après ça, évidemment, Berdiaïev a connu une évolution spirituelle qui ne manque pas d'intérêt, mais qui m'est assez difficile à comprendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est tombé dans le personnalisme chrétien avec cette querelle qui nous est, nous, assez familière d'ailleurs, la querelle entre la primauté de l'essence par rapport à l'existence ou de l'existence par rapport à l'essence. Et c'est lui, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui critique la philosophie occidentale comme étant une philosophie ontologiste. Parce que nous accordons trop d'importance à l'essence. Alors que pour lui, ce qui compte, c'est chaque être en particulier. Chaque être en particulier, dans la mesure où il a sa propre liberté. C'est par sa propre liberté que chaque personne se manifeste le mieux. Alors nous sommes, vous voyez, à l'opposé de notre philosophie à nous. Bon, je vous le dis parce que c'est comme ça que j'ai compris les choses, mais pensez que le premier principe n'est pas l'être, ce que nous avons appris chez Aristote, mais la liberté. Bon, il faut vraiment réfléchir plusieurs fois pour comprendre. Et moi-même, je suis un peu perdu dans ce genre de choses.
un autre auteur que j'ai lu, qui s'appelle Rozanov. Je ne comprends pas, non, Rozanov c'est vraiment le meilleur exemple d'une philosophie non discursive. Il n'a pas écrit de livre suivi. Tout ce que j'ai lu de Rozanov, c'est des pensées discontinues. Des pensées discontinues qui lui viennent comme ça dans les circonstances. Alors il met, mettons, dans l'autobus, ou en faisant de la numismatique, ou chez Katia, une pensée comme ça. Eh bien, l'une de ces pensées, c'est de dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut poser la liberté sans poser un objet à la liberté. Bon, c'est l'objection que spontanément je fais moi-même. Mais apparemment, ce n'était pas une idée qui était venue à Berdiaïev. Alors pour Berdiaïev, et inversement, il reprend l'idée de la mission spécifique de l'orthodoxie. À mesure que sa vie s'écoulait, il est venu en Europe. Il a fait partie, Berdiaïev, de ce qu'on appelle le bateau des philosophes en 1922, avec Ilyin d'ailleurs. Et alors ils sont allés, Ilyin s'est réfugié en Suisse, Berdiaïev il s'est réfugié à la fin en France, et il est mort à Clamart. Et donc, Berdiaïev a donc connu une évolution religieuse. Il est devenu de plus en plus religieux à mesure qu'il vieillissait. Et à la fin, il a légué sa maison de Clamart à l'église orthodoxe. Il paraît que, je ne suis jamais allé, mais il paraît que ça reste encore un centre culturel de l'orthodoxie. Oui, alors je voulais dire par là, c'est que dès 1925, juste après qu'il n'ait été chassé par Lénine, ils n'avaient pas le choix. Ils avaient le choix entre être fusillés sur le champ ou partir avec une valise et en abandonnant tous leurs biens. Alors ils sont partis, il y en avait plusieurs. Il y a eu 2 bateaux successivement qui sont partis vers l'Occident, parmi lesquels il y avait donc Berdiaïev et Ilyin. Eh bien, à mesure, en 1925, il est à Berlin. Et donc, c'est là où le courant orthodoxe commence à prendre chez lui une véritable importance. Et alors, comme ce que nous disions tout à l'heure à propos de Dostoïevski, pour lui, c'est pas difficile. De la même manière que la Russie est appelée à être le grand sauveteur de l'humanité, de la même manière, l'orthodoxie doit être le sauveteur de la religion. Bon, voilà. Je voudrais dire un petit mot de Ilyin. Certainement que Yvan Blum en a parlé parfaitement, mais je voudrais dire un petit mot de Ilyin. C'est qu'il est le seul de toute cette série dont j'ai parlé là, à avoir abordé le problème du pouvoir d'une façon concrète. Il s'est réfugié en Allemagne, il en a été chassé par les nazis, mais il est tout à fait clair que quand il met dans la balance le régime national-socialiste et le régime communiste, tout en restant très modéré, bien sûr, mais il dit que finalement le national-socialisme est moins mauvais que le communisme. Ça veut dire que chez Ilyin, il y a l'idée que de toute façon, pour la Russie, il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est un pouvoir fort, à l'extérieur de toute espèce d'idéologie démocratique. Si ça éclaire, si ça peut vous éclairer sur ce qui est pratiqué par Poutine, je vous le livre tel quel. Je vous le livre tel quel. Bon, j'ai quelques notes. Ah oui, un autre type qui est assez intéressant. Bon, c'est autre chose. Oui, parce que sur ces auteurs, quelques-uns sont des penseurs. Je dis penseurs et non pas philosophes, pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure. Il y en a quelques-uns qui sont des romanciers. Et ces romanciers expriment de façon directe ou indirecte une certaine forme de philosophie. Dans le livre de Yvan Blum, vous avez un commentaire symbolique très intéressant du livre Le Maître et Marguerite
de Bulgakov. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours bien convaincant, mais enfin c'est très intéressant. Il y en a un autre sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est Zamiatin. Zamiatin, son livre « Nous autres ». Tout le monde connaît Le meilleur des mondes de Huxley, tout le monde connaît le 1984 de George Orwell, et personne ne connaît, ou peu de personnes connaissent Nous autres de Zamiatin, qui est authentiquement l'inspirateur des deux autres bouquins. Il met exactement en scène la même situation, un pouvoir totalitaire, avec quelqu'un qui progressivement prend conscience de l'espèce de pression dont il est l'objet et qui s'en tire uniquement par l'amour. C'est exactement le même thème, par exemple, que 1984. Ça s'appelle « Nous autres » de Zamiatin. Nous autres. Voilà. Bon, je parle. Voilà. Alors, dans Solzhenitsyn, je voudrais indiquer deux ou trois petites choses. Au début de... Pardonnez-moi, je vais faire une lecture. Au début de l'archipel du Goulag, parce que dans son discours de Harvard, la première chose que Solzhenitsyn dénonce, c'est, vous vous en souvenez, le déclin du courage. Et au début de l'archipel du Goulag, il dit ceci. Excusez-moi, c'est un petit peu long, mais ça mérite d'être lu. Et si chaque agent, à chaque fois qu'il partait la nuit pour procéder à une arrestation, n'avait pas été sûr de revenir vivant, s'il avait dû faire ses adieux à sa famille, si, aux époques d'embarquement massif, par exemple, à l'époque où à Leningrad, on mettait en prison le quart de la ville, si les gens, au lieu de rester terrés dans leur trou, transit peur, à chaque fois qu'un coup était frappé à la porte de l'immeuble, s'ils avaient compris qu'ils n'avaient plus rien à perdre, s'ils s'étaient embusqués à plusieurs dans le vestibule, armés de haches, de marteaux, de tisonniers, des premiers objets venus, car on savait fort bien à l'avance que ces oiseaux de nuit à casquette n'étaient pas armés de bonnes intentions. On ne risquait donc pas de se tromper en leur cognant dessus, ces espèces d'assassins. Ou bien encore, leur panier à salade, resté dans la rue avec le chauffeur tout seul, il n'y avait qu'à l'emmener au loin, ou bien lui crever les pneus. Les organes se seraient vite trouvés à court de personnel et de moyens de transport. Et en dépit de toute la soif de Staline, la maudite machine se serait arrêtée. Et si, ce qui nous a fait défaut, c'est l'amour de la liberté. Eh bien, quand il est en exil aux États-Unis, et qu'il fait un reproche fondamental à la société capitaliste occidentale, est à peu près la même chose, cette espèce de passivité. Évidemment, dans nos sociétés à nous, ça ne se traduit pas de la même façon. C'est pas des gens, pas encore, c'est pas des gens qui viennent vous enlever de chez vous en pleine nuit. C'est une pression beaucoup plus molle, soft, comme on dirait. En réalité, l'enseignement de Solzhenitsyn est exactement le même. Ce qui nous a fait défaut, c'est l'amour de la liberté. C'est exactement la même chose. Et quand il fait son discours de Harvard, ce qu'il dénonce, c'est essentiellement cette passivité devant les choses. Bon, est-ce que je m'arrête? Oui. Ah non, j'avais dit que je dirais un mot de Dugin. J'avais dit un petit mot de Dugin. Ah oui, alors Dugin, c'est très intéressant. À vrai dire, il est le point d'aboutissement de tout ça. Parce que ce que certains des slavophiles du début imaginaient, Dugin le dit carrément. À savoir que, et sur le plan géopolitique, ça correspond à une profonde réalité. Il y a
l'Occident, il y a l'Orient, et la Russie est un troisième continent. Un troisième continent qui fait la rencontre entre les deux. Ça veut dire qu'avec Douguin, on dépasse le slavophilisme, on dépasse le nationalisme, on attribue clairement à la Russie le rôle de faire la convergence, de réaliser la convergence de toutes ces forces-là pour créer un monde nouveau. Voilà. Contre le mercantilisme anglo-saxon, qui entraîne l'homme vers le chaos, eh bien, il reprend à Soloviev une vision eschatologique de l'histoire, où la Russie exerce le premier rôle. Alors, j'emprunte, si vous me permettez, ma conclusion, j'emprunte purement et simplement, c'est une des phrases du livre de Yvan Blot, que je fais mienne, si vous me permettez. Qui gagnera? Le matérialisme utilitaire du Gestell, où l'homme est réduit à l'état de matière première sous le voile de l'idéologie des droits de l'homme, ou bien le retour aux valeurs de l'Occident humaniste et chrétien prôné dans la nouvelle Sainte-Russie. Voilà, je m'arrête là, si vous me permettez. Monsieur. Voilà, je voulais vous poser une question qui me semble importante, excusez-moi de ma fatuité. Vous avez dit à un certain moment que la pensée russe était radicalement autre que la pensée discursive occidentale. J'y acquiesce complètement. Mais alors on peut se demander comment le marxisme, qui, comme vous l'avez dit vous-même, est une pensée complètement discursive, matérialiste, occidentale, Hegel, etc., comment elle a pu se greffer en Russie, qui est un arbre radicalement autre. Alors j'ai une explication à ce sujet. Le marxisme est à la fois une pensée occidentale discursive. Mais il ne faut pas oublier que Marx était juif et qu'à travers l'avenir du prolétariat, la messianité prolétarienne, c'est justement la révolution marxiste est devenue une messianité qui a pu rejoindre le messianisme chrétien russe. Oui, c'est tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit ça. J'ai dit que c'était une forme temporelle du messianisme russe. J'ai dit ça entre parenthèses. J'en suis ravi, mais je n'ai pas entendu. Ah ben, Excusez-moi. Non, mais c'est tout à fait certain. C'est tout à fait certain. En dehors d'ailleurs de l'aspect de philosophie discursive, mais je suis absolument certain que la volonté russe d'étendre le marxisme au monde entier était une forme temporelle du messianisme. Tout à fait. Il y a un détail sur lequel je voudrais simplement m'arrêter quelques instants. C'est que Marx a toute sa vie tourné le dos au judaïsme et donc à la prophétie. Malheureusement, il y a heureusement un inconscient. Et c'est de manière inconsciente que la prophétie juive a investi son esprit. Et qu'elle est devenue, à travers son esprit, le prolétariat et la messianité prolétarienne. Je dirais que c'est involontairement pour Marx. Oui, c'est possible. Oui, je le crois volontiers, oui. En partie tout au moins. Oui. Je voudrais apporter sur Dostoïevski une nuance. Vous avez dit, ce sont des dissidents. Oui. Bon, d'abord, Pouchkine a été protégé par Nicolas Ier, bien qu'il était un peu lié au mouvement des décembristes. Oui. Et Dostoïevski n'a pas fini sa vie comme dissident, il a voué la fin de sa vie tout à fait. À la réconciliation du peuple russe avec le pouvoir en place. Et on ne peut pas dire non plus qu'il était anticatholique, comme vous dites. Certes, la parabole du grand inquisiteur, c'est les trois grandes tentations, mais qui sont finalement à la portée de tout le monde.
Et un certain catholicisme est bien visé, mais, comment dire, c'est-à-dire, c'est une tentation récurrente, mais ses disciples, Soloviev par exemple, qui sont quand même un disciple, et ainsi que Berdiev, qui a quand même été marqué, n'ont pas hérité de son anticatholicisme. Donc, je dirais, Dostoïevski a élevé le débat, et quand il disait que le peuple russe était théophore, en fait, c'était plutôt une manière de le mettre comme messager du Christ. Je dirais c'est plus le Christ que Dostoïevski a mis en premier que le peuple russe. Il n'était pas si bien vu que ça par les orthodoxes classiques. Ah non, mais tout à fait, Non, vous avez raison, c'est une nuance importante, c'est évident. Mais il n'empêche, quand je dis dissidents, je ne veux pas dire qu'ils sont restés dissidents toute leur vie, mais c'est des gens qui se sont heurtés au pouvoir. Oui. Je ne voulais pas dire plus que ça. Il n'était pas un dévot du pouvoir tsariste, pas plus qu'il n'était un dévot de l'Église orthodoxe officielle. C'est ça que je voulais dire. Vous savez qu'il pleurait quand Zelensky disait du mal du Christ. Non, mais il n'a jamais... Ah oui. Il pleurait à chaudes larmes. Oui, mais ça c'est Jésus, c'est pas telle religion. C'est pas telle religion. Oui, oui non, mais c'est vrai, votre nuance est sérieuse. Oui, bien sûr. Oh, non. Lénine pleurait, c'est de Lénine que ça. Dostoïevski qui pleurait. Donc, parce que justement, Lénine, vous avez dit, vous avez évoqué 1905. Et si je me souviens bien, mais vous allez répondre à la question, est-ce qu'il y a une curieuse affaire? La révolution de 1905 est conduite par un pope. Oui. C'est une révolution extraordinairement mystique. On défile avec le portrait, tout ça, et que ce pope, qui est un mystique, donc il va être chassé, il va perdre la partie, il ne sera pas exécuté, on le laisse filer, je ne sais pas. Et il va rencontrer Lénine. Oui. Alors voilà, ça a dû être quelque chose d'assez extraordinaire. Oui. On a vraiment les deux types de révolutions qui se sont rencontrés à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est certain, ça c'est certain. La révolution de 1905 est une révolution qui veut introduire des réformes libérales. Bon. Mais le pope Gapone dont vous parlez, c'était peut-être un agent. Peut-être. C'est ce qu'on dit habituellement dans l'histoire. Et sa rencontre avec Lénine était peut-être un acte d'agent. Tout. Mais voilà, je vous livre les choses telles qu'on la trouve dans les livres. Excusez-moi. Je vais dire des choses qui vont peut-être faire bondir notre hôte, c'est-à-dire le frère Thierry. Mais à propos de l'Occident dont vous parlez, qui a inspiré la Russie et auquel la Russie s'est peut-être opposée, je me demande si, singulièrement, vous avez parlé de Pierre le Grand qui avait pour modèle Louis XIV, si justement c'est pas la France classique avec son absolutisme, donc l'absolutisme qui au départ vient de Machiavel, qui n'est pas du tout d'origine, qui n'a pas du tout pour origine la pensée religieuse, mais plutôt les auteurs laïcs comme Machiavel, mais qui a été baptisé ensuite par Bossuet. Si c'est pas l'absolutisme à la Bossuet et à la Louis XIV, mais aussi un peu l'école française de spiritualité de Bossuet, qui est un peu une forme d'enfermement sociologique de la religion qui pourrait avoir été un précurseur du marxisme. Si c'est pas un peu ça qui... C'est compliqué, là. Si c'est le marxisme qui est une religion séculière aussi, là. De même que l'école française de spiritualité. Si c'est pas un petit peu ça qui aurait servi de voie de fourvoiement à la Russie. Permettez-moi, vous me faites penser à la thèse d'Hippolyte Taine, qui dit textuellement que le jacobinisme est en germe dans Louis XIV. C'est une évidence. Et pour moi, c'est pas du tout une évidence. Pour moi, c'est absolument pas une évidence. Et je pense que c'est une erreur d'interprétation. Le jacobinisme, c'est du centralisme. Exactement. Alors, attendez, quand on part de rien et que l'on veut gouverner, on fait forcément un mouvement de centralisation. Ce n'est pas la centralisation en tant que telle qui est mauvaise, c'est le totalitarisme. C'est-à-dire il y a un seuil à partir duquel la centralisation devient purement et simplement un procédé de domination.
C'est à ce moment-là que ça, que ça devient vicieux. Ce que C'est je pas veux dire, avant. c'est que l'absolutisme à la Louis XIV et à la Bossuet, ce n'est pas la doctrine monarchiste traditionnelle. Oui, enfin, Ah, options. c'est discutable. C'est une doctrine qui au départ est plutôt anti-chrétienne, qui est celle de Machiavel, Ben, à laquelle se sont opposés tous les théologiens. Pardonnez-moi, mais je ne vous suis pas sur cette. C'est Fertieri qui est visé, alors c'est à lui de répondre. Mais je dois vous dire que je ne vous suis pas du tout. Je ne vous suis pas du tout. Très brièvement, les positions de Bossuet sont peut-être raides, mais c'est une forme d'augustinisme politique. Vous avez chez, disons, l'augustinisme tardif, on germe tout ce qu'a écrit Bossuet, la politique qui a écrit des saints. Mais alors, puisqu'on en vient à une question théologique, à propos de ce que vous disiez sur Thomas d'Aquin, je me demande si la source du rationalisme occidental moderne ne serait pas plutôt Duns Scott avec son univocité. On trouve d'une certaine façon dans le marxisme où il y a les bourgeois et les prolétaires, il y a des classes univoques. Oui, ce dont je parlais, c'était la méthode philosophique. C'était la volonté d'être discursif, d'être explicatif, d'être logique, indépendamment du contenu, évidemment. Parce qu'effectivement. Parce que vous avez parlé de la critique de l'essentialisme par Berdyaev, Oui. et Duns Scott est un exemple type de l'essentialisme, justement. C'est très possible, oui, oui, c'est très possible. Mais je ne sache pas que Berdyaev est connu Duns Scott, d'abord, je ne le sache pas. Et quand il critique la philosophie occidentale, il en reste dans des généralités où moi je trouve simplement la tradition grecque et la scolastique. Je n'y vois pas autre chose. Oui, justement, Duns Scott est un des penseurs clés de la scolastique du Moyen-Âge. Oui, enfin, il est un peu particulier comme scolastique. Oui. J'ai une autre question. Vous avez décrit le parallélisme constant entre la pensée occidentale et la politique russe. Louis XIV, Pierre le Grand, les Lumières, Catherine, etc. Les marxistes, Lénine, etc. Les libéraux, Eltsine, Gorbatchev. Mais vous avez mis en parallèle d'un côté une pensée et de l'autre côté des politiques. Alors, est-ce à dire que les politiques russes auraient toujours été en décalage par rapport à la philosophie profonde de la Russie? Tout à fait. C'est ce que vous voulez? Ah bon? C'est bien ce que je pense. Ah ouais. La Russie a été entraînée sur une voie par Pierre le Grand. Ouais. Elle y est restée mutatis mutandis, quelle qu'ait été par ailleurs l'évolution de la pensée occidentale. À partir de Nicolas Ier, ils se disent quand même, il y a certainement autre chose. Ça dure à peu près un siècle. Oui, à peu près un siècle. Et depuis Nicolas Ier jusqu'à Nicolas II avec la révolution de 1905. On entre à ce moment-là dans une nouvelle phase occidentaliste qui se termine non pas du tout avec Yeltsin, mais qui se termine avec la fin de Yeltsin, puisque lui aussi a été une phase de la mise en œuvre de la pensée occidentale. Un succès économique entre Poutine 1905 romprait la chaîne. et que les communistes ont fait le contraire. Il y avait un succès économique de 1905 à 1917. Oui. C'est Oui, un mais alors, succès. oui, mais alors, c'est la raison pour Et laquelle. pas le communisme n'a pas eu de succès économique. En effet, contrairement à ce que croient encore beaucoup de Russes d'ailleurs. Mais je crois que ça c'est très vrai. Mais ce qui compte, c'est pas ça. C'est que les communistes se sont placés dans la même perspective que ce que Ivan Vlo appelle le Gestell, c'est-à-dire ils ont pensé faire mieux. Et quand Yeltsin a évacué le communisme, il a pensé faire mieux, tout en restant dans la même pensée. Mais alors, Poutine serait le monsieur qui rompt avec cette mauvaise habitude d'alignement. Je crois. Je le crois. Mais ça, c'est une idée à moi. Hein. Non, mais elle est sans doute. Je le crois. Je la partagerai volontiers. Non, mais Poutine revient sur les forces vives du pays. Je Oui, pense. c'est ça, plutôt, mais c'est pas idéologique, c'est une fidélité à sa mère. Sa mère, la patrie. Non, sa mère, sa vraie mère. Ah, je ne sais pas. Mais c'est la patrie aussi. Non, mais sa mère. Non, je ne sais pas. Sauf que nous sommes, excusez-moi, sauf que nous sommes aujourd'hui dans un monde où il est difficile de ne pas prendre en compte ce qui se passe à côté de vous. Et nous, ce qu'on appelle l'Occident, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être les héritiers de Rome et les héritiers de la Grèce. On aime ou on n'aime pas, mais on l'est. Bah, nous le sommes, oui. Nous le sommes, oui. Ça ne va pas changer. Vous et moi, nous le sommes. Mais en réalité,
la politique qui est menée actuellement est complètement à l'opposé de la Vous tradition. parlez de la nôtre. Oui. Il n'y en a pas de politique. Ah, il y en a une de fait. Évidemment, il n'y en a pas. On peut dire qu'il n'y en a pas, mais Il y a un ouvrage aussi qui est intéressant, c'est le livre sur les voies de la théologie russe de Florovsky. oui. Alors effectivement, je crois Parce que que Fiartri il m'en montre- parlait un peu, oui. montre bien Oui. aussi Oui. cet aspect un peu complexé, je dirais, je Oui. mets des guillemets, complexé de la Russie abordé par les protestants et la Oui, scolastique catholique et d'être au départ un peu abasourdi. Oui, je tout à pense, fait. par C'est cet tout à fait état. vrai. Oui. Et donc on peut D'ailleurs, au XIXe siècle, la théologie russe était très latinisante avec Pierre de Bouclier. Donc on voit plutôt qu'on est peut-être arrivé à un moment de synthèse où peut-être justement, Oui, peut-être que oui. le monde russe a cette capacité à intégrer entre guillemets Oui, c'est possible. le côté Oui, oui. Oui. discursif et en même temps de proposer pleinement une théologie entre guillemets mystique, même si j'ose pas dire L'histoire ça. le dira. Mais il semble que l'immigration russe, dans ses doigts, a échoué. Oui, Quand vous regardez l'école dite de Paris, on sent des fatigué, Roland, le Oh là là. hérétique, je dirais même, hérétique. ah oui, oui. Non, tout à fait. Enfin, de toute façon, il y a eu des positions, même des mouvements hors frontières sur l'école de Paris qui ont été très claires aussi. ça marchait, sur Alors, ce c'est sujet. sûr qu'elles sont très vite. Ah oui. Autre question. Oui. Encore une question. Attendez, il y a deux personnes là qui veulent parler. Alors, Ça me fait penser, ce que dit monsieur, au fait que l'un des symboles de la Russie, c'est l'aigle à deux têtes. oui. Et est-ce qu'une de ces deux têtes ne serait pas malgré tout un peu rationaliste et occidentale Ah, officiellement, c'est pas ça. mais on peut, oui, on peut le dire. Mais d'accord, on peut le dire, mais officiellement, c'est pas ça. Hein. C'est l'Orient et l'Occident. Alors, on peut charger l'Orient et l'Occident de quoi on veut. Hein. Je pensais aussi au mouvement, au renouveau philocalique en Russie en 1782, enfin l'approche 1793 en fait réellement en Russie. Oui, mais, Mais dans le monde tsariste de Pierre le Grand, entre guillemets, du synode de Pierre le Grand, et l'état aujourd'hui d'une sortie du monde communiste, entre guillemets, et d'un regain populaire de la foi orthodoxe. Et est-ce que finalement il n'y a pas eu tout un travail, tout le 19e aussi, qui ne s'est pas vraiment vu comme ça, je dirais, mais qui a pour origine justement ce renouveau où le monde monastique russe a voulu répandre Oui. l'outil de la prière des pères, des mères. oui. Écoutez, je suis un peu mal à l'aise pour parler de ça, mais moi j'ai été le témoin du fait que pendant toute la période soviétique, l'orthodoxie a continué occultement. C'était visible dès les toutes premières années, c'est ressorti, je ne dis pas exactement comme avant, bien sûr que non, mais en tout cas, c'était resté latent. Ça veut dire que la spiritualité est demeurée. Alors, un jour arrive une circonstance favorable, et ça ressort, tout bonnement. Alors, c'est pourquoi tout à l'heure je demandais qu'on soit un peu indulgent envers Yeltsin, parce que c'est à lui que c'est dû. Ça a commencé avant Poutine. Moi, j'ai assisté à la réouverture des églises. Bon, donc, ça veut dire que du jour au lendemain, quelque chose qui était latent s'est manifesté. Du jour au lendemain, les prêtres qui se cachaient se sont étalés. Du jour au lendemain, il y a eu une spiritualité qui a, comment dirais-je, qui s'est... qui a éclos, mais qui a pénétré chacun en quelque sorte. Qui a pénétré chacun. Ça veut dire qu'ils étaient tous, façon de parler naturellement, mais beaucoup d'entre eux étaient restés disponibles à cette brutale réintroduction du spirituel dans leur vie. Cette nécessité de quitter le temporel offert par la spiritualité temporelle. Oui, par le Gestell. Voilà, c'est ça. Trouver sa fin, quoi. Exactement. Alors, à quoi ça peut aboutir ? J'en sais strictement rien. Chez nous, en France, après la Révolution, le sursaut catholique qui existait au XIXe siècle, pour moi, était complètement stérile. Pour moi, il n'a rien donné de bon. Il a donné des saints, certes, mais
sur le plan social, il n'a rien donné de bon. Il aboutit au ralliement de Léon XIII, il a abouti au progressisme chrétien, rien de bon. Qu'est-ce que ça sent en Russie? Je ne sais pas, j'en sais rien. On voit l'attitude des Russes qui quittent le concile panorthodoxe aussi. Oui, oui, mais enfin avec des explications raisonnables. Moi j'ai retiré une revue d'il y a quelques années qui s'appelait Enjeux Méditerranée. Oui, Une revue qui était largement subventionnée par la Banque mondiale sur les actualités internationales et dont le rédacteur en chef s'appelle Alexis Bosman. je ne connais pas. Donc pas d'amalgame. D'accord, moi j'ai compris. Alexis Bosman, en fait, il s'avère qu'il est un membre du comité directeur de la PANOD, Ah ouais. du groupe Aspen, Ah d'accord, pour voir la tête de vainqueur à laquelle il peut. d'accord. Et en fait, il s'avère que dans cette revue, faite je crois par un évêque, en fait, il est mentionné qu'Athénagoras Ier, de fait, appartenait à la franc-maçonnerie américaine, et qu'a priori, le patriarcat de Constantinople était malheureusement, j'en fais moi-même partie, alors je suis un Moi, peu... écoutez, j'ai plein de mal à regarder. je ne vais pas me lancer là-dedans. Moi j'ai lu un bouquin. Non, le pourquoi je livre- dis ça, c'est parce que c'est Ouais. les dimensions de la géopolitique que l'on vit aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire l'aspect, l'OTAN qui se remet aux portes de la Russie et les États-Unis qui cherchent, entre guillemets, à piloter d'une certaine manière aussi le monde orthodoxe en voulant faire du patriarcat de Constantinople l'unique porte-parole, Oui. un petit peu le patriarche qui se met en accord avec le patriarche romain, Oui, oui. et pour essayer de piloter la géopolitique Oui, internationale. oui, tout ça est Donc, certainement vrai. Oui. Moi, je vous fais juste écho de... Enfin, ça, ce sont la revue, si vous la voulez, je peux vous la faire Oui. passer, mais c'est très intéressant de voir que les francs-maçons disent ça très gentiment, d'ailleurs, de la part des patriarches. Ils disent du patriarche Bartholomé, qui prend malheureusement, enfin, de mon point de vue, prend malheureusement la suite des ambitions américaines sur Oui. les questions orthodoxes. Je ne sais pas. Alors, j'avoue mon incompétence. Je vois bien, je comprends bien tout ça, mais c'est vraiment pas un sujet qui me, comment dire. Je comprends, mais par rapport à la Russie, ça- pose ça- question. ça- oui. On les voit qui sortent aussi. Ils n'ont peut-être pas envie de se faire piloter non plus. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas ce Oui. que c'est exactement la dimension. Oui, oui, oui. Monsieur, oui. Oui, en fait, deux choses. La première, c'est que Karl Marx, je ne vous citerai pas des sources parce que je les ai en tête comme ça, mais je sais que c'est une certitude, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est facile à vérifier. Karl Marx était un agent anglo-américain. Non, bolivien. Allons bon. Bon, ça c'est le premier point. Oui, bon, Je vais pas donc. Bon. Le deuxième point, c'est un peu plus mystique et plus naturel, mais ça concerne la géopolitique russe. C'est qu'il y a plusieurs hommes mystiques, dont Marie-Louise Jailly, Marc et d'autres, qui prédisent, qui prophétisent, qui ont prophétisé la conversion de la Russie il y a un siècle au christianisme, et qui ont prophétisé, on le voit sous nos yeux, et qui a prophétisé, là c'est peut-être moins drôle pour la France, l'invasion de la France par la Russie. Et que dans le plan divin, Dieu va se servir de la Russie pour rechristianiser l'Occident. Je vous crois volontiers. Et je vous dis ça juste, le prophète Jérémie qui faisait hurler de rire les conseillers militaires du roi et ses politiciens en prédisant un truc similaire, du genre si Israël ne se convertit pas, elle sera envahie par Babylone et déportée. Ah bon, et les conseillers, c'est à la Bible, hein, les conseillers militaires du roi étaient morts de rire, parce que sur les plans et selon leur raisonnement, c'était impossible. Bon, d'avenir a raison au prophète Jérémie, et moi je vous tiens à pari que les prophéties dont je vous parle sur Russie
se réaliser. Il me semble que quand on est géopoliticien, on ne peut pas faire abstraction de ces choses-là. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. En étant dehors de mes capacités de réflexion, je n'intègre pas les prophéties dans... J'arrive pas. Ça ne veut pas dire que j'ai lu Marie-Julie Jahenny, mais elle m'a fait bien rigoler. Excusez-moi. Marie-Julie Jahenny, elle m'a fait bien rire. Est-ce que je peux raconter pendant une minute pourquoi Marie-Julie Jahenny m'a fait rire? Marie-Julie Jahenny, elle est morte, elle était jeune fille en 1880 et elle est morte en 1940, quelque chose comme ça. Et alors, dans son texte, elle prévoit le retour du grand monarque. Bon. C'est moi dire ce que j'ai lu. Elle prévoit le retour du grand monarque. Et elle fait le portrait du grand monarque. Elle fait son portrait. Alors, je vais vous dire comment il est. D'abord, premièrement, il s'appelle Henri. Deuxièmement, il est un peu gros. Troisièmement, il porte une barbe. Et quatrièmement, il boite légèrement. Qui est-ce, le grand monarque de Marie-Julie Jahenny avant 1880? C'est le comte de Chambord. Le comte de Chambord, et elle prévoit le retour du grand monarque pour une année. Elle le voit, elle a sa vision, et elle voit non pas les 2 premiers chiffres de l'année, mais les 2 derniers chiffres de l'année, et c'est 80, je ne sais plus combien. Alors, les légitimistes de l'époque, ça y est, c'est pas difficile, le comte de Chambord va revenir. Bon, l'année en question passe, pas de restauration, le comte de Chambord meurt. Eh bien, moi, j'ai connu des gens en 1980, je ne sais plus combien, qui étaient convaincus qu'on avait mal interprété les 2 premiers chiffres, qu'elle n'avait pas vus. Tout le monde à l'époque avait dit c'est 1880. Pas du tout, c'était pas 1800. Sommes-nous bêtes? C'était 1980, je ne sais plus combien. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Rien. Il ne s'est rien passé. Il est mort d'Alphonse. Alors, dans un siècle, on dira, mais non, on s'est trompé. C'est 2080. Voyons. Alors, excusez-moi. Mais... Comment? Je peux répondre? Ben oui, moi je l'ai lu ça, donc moi je n'en tire rien d'autre que ce que je dis. Alors, pour ce qui concerne Henri V de la Croix, c'est un nom symbolique. Oui, mais d'accord, mais enfin, elle leur faisait un portrait physique. Alors, le portrait physique... Le portrait physique, on ne sait pas à quoi ressemblera son roi. Non, mais on veut bien qu'il ressemble au comte de Chambord. Donc, son portrait physique, on ne peut rien dire. Un homme gros, barbu et qui boite légèrement, vous m'excuserez, mais c'est très précis, au contraire, comme définition. Mais ça ne nous dit pas qui c'est. Non, mais ça correspondait tellement au comte de Chambord de l'époque. Mais elle n'a pas dit que ce serait lui. Ah non, certes. Non, certes. Alors, par contre, le nom Henri V de la Croix, je vais vous révéler un scoop peut-être, c'est que ce nom, donc ce fameux nom Henri V de la Croix, c'est un code. Comme souvent les prophéties, elles sont codées, pour que juste... elles sont codées. Henri V de la Croix, ça correspond au revers de la médaille miraculeuse. Je sais que je vais en faire rire beaucoup, mais ça c'est leur problème. Donc c'est le revers de la médaille miraculeuse. Apparition de la Vierge Marie en 1830, date de l'invasion de la France, de l'Algérie par la France. Et donc la Vierge Marie demande à ce qu'on tape cette médaille, à ce qu'on fasse taper cette médaille, et derrière, vous avez une sorte d'anagramme d'Henri V de la Croix. En 1830, donc après les prophéties de Marie, elle était contemporaine de Marie-Julie Jahenny. Henri V de la Croix, c'est un nom de code. Oui, mais c'est un nom symbolique. Je veux bien vous croire, oui. Voilà, donc dire qu'il était gros et ça ne correspond pas à Henri V de la Croix, ça ne Elle n'a pas dit son nom, elle a dit un nom. En plus, elle a été stigmatisée pendant 70 ans. Oui. Ouais. Enfin, bon. Moi, nous sommes bien loin de la Russie. Là. Ouais. Et puis, elle n'est pas la seule à avoir succédé l'invasion de la France par la Russie. Ouais. Elle est loin d'être la seule. Par contre, qui a été stigmatisée aussi. Ouais. Et je vous dis juste une chose, c'est que si vous étudiez
les prophéties en détail, notamment les dates. C'est époustouflant à quel point elles épousent les dates géopolitiques. Ah bon? Notre-Dame de Fatima, c'est 1917, en pleine guerre mondiale, où elle prophétise l'arrivée du communisme en Russie et le fait qu'elle va répandre ses erreurs dans le monde entier et que ça se traduira par des millions de morts. Et elle prophétise aussi que si on consacre la Russie à son cœur immaculé, la Russie se convertira. La Russie s'est convertie. La consécration a été faite en 1984 et la Russie, le communisme, est tombé aussitôt après. Et le mur de Berlin est tombé 5 ans après. Possible. C'est pas ça comme si ça n'existait pas. Et vous savez, on est très loin du bas niveau où je me situe. C'est au contraire le cœur du... Ah ben, vous voulez, c'est vous le chef, hein, moi je ne suis rien. Hein. Mais est-ce qu'il y a encore une question? Mais je vous remercie. Merci de me remercier.